serai cruel avec mes domestiques. Je prendrai une femme. Une femme? Quelle femme? On nous l'a vendu comme le film avec le couple le plus iconique de l'année, voire même du siècle. Je me méfie de ce genre de titre. La plus grande histoire d'amour de tous les temps. Et bim, autour d'emporte le vent. Bim, Twilight. Non, je mens. Je n'ai pas encore regardé les films Twilight, ok? Alors je pose les bases tout de suite. Je n'ai pas encore lu le livre d'Emily Brontë. Je ne suis pas là pour vous dire si c'est une bonne adaptation ou si le chapitre 12 est respecté. Je suis là pour vous parler du film pour ce qu'il est, une œuvre de 2026. Il y a le piment, il n'y a pas le piment. Et honnêtement, ce que j'ai vu à l'écran ne matche pas avec les grands titres des Que vaut ce film sans la béquille du bouquin. Nous allons parler de Hurlevent de 2026. Hello girls, hello fellas, c'est votre go, la troupe girl. Si vous êtes nouvelle, si vous êtes nouveau, abonnez-vous. C'est fait? Merci et merci à ceux qui se sont déjà abonnés. Ça fait chaud au cœur. C'est parti! Le film commence avec des bruits suggestifs. Et non, c'est une maison et le hangman, le gars comprend quoi, a une érection et bizarrement ça hotties tout le monde. On rencontre notre héroïne jeune, Catherine, et sa meilleure amie, servante, poupée. On n'a pas le temps. Son père amène un petit garçon à la maison, le fameux Heathcliff. C'est Catherine qui le baptise ainsi, d'après le nom de son défunt frère. La plus belle histoire d'amour ever. Ils se lient d'amitié et mettent Nelly de côté. Des années plus tard, je dirais 20 ans plus tard, minimum, vu comment ils sont étant grands, un jour Catherine, Afra et Heathcliff, trop fatigués pour aller chercher du bois en forêt, cassent une chaise. Et bizarrement, c'est là qu'elle cesse de le voir comme son ami, mais comme un homme. Alors que lui, il l'a toujours aimé, apparemment. De nouveaux voisins, les Linton arrivent et le nouveau projet de notre héroïne, c'est d'avoir accès à leur fortune. Lui, les Linton sont pétés de tunas. Elle tente le coup et bim, le gars tombe in love. Et comme Edgar, ce n'est pas un rigolo, il vient faire sa demande. Elle accepte. Furieux, Heathcliff, qui n'a jamais rien fait de concret, s'enfuit pendant 7 ans. Catherine se marie, emménage dans cette magnifique maison avec Nelly, passe le temps et tombe finalement enceinte. Edgar est aux anges. Et guess what? Heathcliff fait son grand retour. Peut-être avec un cadeau ou un truc. LOL! Catherine retrouve enfin le sourire. Son amour est là. Il est enfin de retour et riche. Alors qu'elle est mariée et un bébé dans le tiroir, tout y va. Elle dort avec Heathcliff partout. Et quand je dis partout, je ne parle pas d'hôtel de luxe ou même d'hôtel de luxe. Non! Il la prend dans les endroits les plus dégoûtants les uns que les autres. Comment ça? Par terre? Really? Dans l'herbe? Dans les maisons inachevées? Derrière les bars? Un homme qui t'aime? On apprend que Joseph, un de leurs domestiques, a rompu avec une de leurs domestiques parce qu'il lui ferait honte par rapport à ce qu'il est. Genre de domestique à domestique, comment épouser un gars que tu aimes peut t'apporter de la honte? That doesn't make any sense. Son mari finit par l'apprendre et demande à sa femme de mettre fin à cette relation. Alors que va faire notre Roméo des temps modernes? Passer par la grande porte et dire clairement à Edgar qu'il aime Catherine? Non! Il décide de se venger d'elle en épousant la sœur de Edgar et en la traitant comme de la merde. Je veux dire, devoir traiter une femme qu'elle ne supporte pas va vraiment lui faire mal. Il lui envoie des lettres où il lui dit qu'il l'aime, mais Nelly les brûle et Cathy meurt. Et on nous montre des flashbacks de jeunes, car honnêtement, c'est les seuls vrais moments d'alchimie entre eux. Et fin. Hey girls, hey Phyllis, vous savez que j'aime décortiquer les relations sous toutes leurs formes sur cette chaîne. On va parler français, j'aime le piment, j'aime le drama, j'aime le hattisme. Eh bien, j'ai mis tout ça dans mon propre livre que je viens de sortir, marqué. Oui, c'est le piment. C'est l'histoire de Ivy, une jeune femme sucrée qui touche enfin son rêve du doigt, devenir une danseuse reconnue et pouvoir vivre de sa passion. Car notre go vient d'un milieu défavorisé, mais tout bascule quand elle rencontre Jérôme. Le gars est beau, il est riche, le gars est loxé, pimenté, issu de l'une des familles les plus puissantes du pays et il lui offre la sécurité, mais à une seule condition, qu'elle abandonne tout pour lui. Entre la passion pour son art et la tentation de se laisser porter par un bad boy millionnaire, quel prix Ivy est-elle prête à payer? Si vous aimez les histoires de choix impossibles et de dilemmes amoureux, si vous aimez le piment et le drama, comme moi, Marqué est fait pour vous. Elle se lit facilement. Oui, ce livre est une meuf. Et surtout, ça soutient mon travail. Merci de soutenir mon travail. Le lien pour vous procurer Marqué est juste ici en description. Foncez et venez me dire ce que vous en avez pensé et surtout ce que vous aurez choisi à la place de notre go Ivy. Merci girls, merci fellas, and back to the video. Edgar, c'est l'homme parfait sur le papier. Dès qu'il voit Catherine, il tombe amoureux. Il ne joue pas des jeux psychologiques. Il se comporte en vrai gentleman, de real man quoi. Lui offre une vie de confort et de respect et finit par demander sa main
officiellement. Catherine accepte, soyons honnêtes, sa famille est en faillite et elle aime les belles choses. Edgar lui donne tout, son nom, sa fortune, son dévouement, pendant des années. Et comment Catherine le remercie alors qu'elle est enceinte, ce qui selon moi est le symbole ultime de leur union, le passé revient la hanter. Le retour de Heathcliff transforme la vie de Edgar en enfer. Catherine n'a aucune reconnaissance pour la stabilité qu'Edgar lui a apportée. Pire, quand Heathcliff épouse Isabelle, Catherine pleure toutes les larmes de son corps. Elle pleure de toutes ses forces alors qu'elle n'a même pas pleuré comme ça à la mort de son propre père. Devant ce pauvre Edgar bafouant totalement la dignité de cet homme qui, pourtant, n'a jamais rien fait pour mériter un tel mépris. Heathcliff revient riche, selon ce que dit le film. Il a de beaux vêtements, mais son âme et son environnement restent crasseux. Il ne rénove rien, il n'élève pas le niveau. Ça, c'est quel rich man qui ne veut pas habiter dans la propreté. Quand il va d'Oro Catherine chez Edgar, il n'a pas honte de voir là où un homme riche comme lui vit. En vrai, je crois que tout son argent est parti dans ses vêtements. Car what you mean? Ça, c'est quoi? Genre, tu as l'argent, mais tu vis comme ça? Je veux voir cet argent de mes propres yeux. Où est l'argent de la gloire? Contrairement à Edgar, qui traite Catherine comme une lady, je veux dire, look at this dress, regarde-moi cette nourriture. A-t-on vu Heathcliff emmener Catherine une seule fois dans un resto bien chicos? Heathcliff la traîne dans la boue. Le rendez-vous secret se passe dans les lieux délabrés, ruinant la réputation et l'honneur de Catherine. Au lieu de l'honorer, tu aimes cette meuf, c'est comme ça que tu la traites? Parmi toutes les bêtises de Hit Shit, là je me suis dit, le gars là est tellement bête, c'est pas possible. Écoutez-moi ça. Quand Catherine s'éloigne de lui, à un moment donné, c'est une femme mariée qui attend un bébé avec son mari. Il a mis la balle au fond, quoi. Hit Shit ne s'attaque pas à un égal. Il s'en prend à Isabelle, une cible facile. Il épouse et la maltraite dans le but de blesser Catherine. Il a très bien vu que Catherine ne porte absolument pas cette femme dans son cœur. Si Isabelle était Blanche-Neige, Catherine n'aurait aucun mal à être sa belle-mère. Son plan aurait eu du sens s'il le faisait avec Nelly. Mais on y revient. S'il voulait vraiment rendre Catherine folle de jalousie avec Isabelle, il l'aurait traitée comme une reine. Vous êtes d'accord? Lui offrir un château. Mais en maltraitant Isabelle, il prouve juste sa propre cruauté gratuite envers une femme que Catherine, de toute façon, n'apprécie même pas. Pourquoi je dis que c'est un faux triangle amoureux? Bah c'est évident. Une fois que Heathcliff revient, il n'y a pas de doute sur qui Catherine aime réellement. Son cœur ne balance pas du tout. Edgar Linton n'est pas le méchant riche qui vole la copine du héros. C'est un homme qui a offert un château à une femme qui préférait visiblement vivre dans une porcherie avec son bourreau. Est-ce que Catherine est une buse de cité? Et le film nous montre que c'est ça qui a causé la perte de Edgar face à un Heathcliff pimenté. Perso, je le trouve pas du tout pimenté dans ce film. Il est plus dans Frankenstein. Franchement, il est plus pimenté dans Frankenstein. Mais la majorité le trouve pimenté. So... Alors on nous dit, Heathcliff revient riche. Mais vérifions ça ensemble, girls and fellas. Il revient avec des costumes impeccables, mais il ne fait rien de constructif. Il rachète les hauts de Hurlevent, mais il laisse la maison dépérir. Il ne répare pas les toits, il ne nettoie pas le sol. Il n'est pas devenu meilleur, il est juste devenu un oppresseur, mais avec un compte en banque. Car l'argent ne change pas les gens, il les révèle juste. Ça veut dire que Heathcliff est grasseux. Il y a une partie qui m'a trop fait rire avec ce gars. Alors qu'il y a 2 minutes, tu étais à genoux, suppliant Catherine de te garder pour Doro. Soyons honnêtes, vous ne faites que ça. Tu ne vas pas voir un homme comme toi pour lui dire tes intentions claires. Non! Tu vas chez une fille qui a une âme d'enfant. Franchement, je ne sais pas quel âge est censé avoir Isabelle, mais voir une dame comme ça parler comme une enfant me dérange. Il rentre et lui dit « Je suis méchant, je suis mauvais, je vais te détruire, je ne t'aimerai jamais, je te maltraiterai. » Je suis mauvais, tu ne me connais pas. Je suis Kina, tu ne me connais pas. Je peux même tu ne me connais pas. Ma chérie, tu ne me connais pas. Il dit ça à une gamine, mais face à une adulte, il fait le chiot. Donc c'est ça le nouveau Roméo. Un mec qui montre sa force seulement face à des gens moins forts que lui. Et il croit quoi à Hollywood? Que ça va nous faire mouiller de voir un papa rentrer par la fenêtre de la chambre d'une gamine? On sera là, oh oui, c'est trop excitant, je veux vivre ça moi aussi. Non, ça ne rend personne impressionnant, piece of shit. Même là, il est incapable d'aller voir Edgar et de demander proprement la main de Isabelle. Il passe par derrière, Roméo qui passe par derrière pour asseoir sa domination sur une gamine déjà coquise. Il l'épouse et ce piece of shit que Radcliffe, à ce niveau je m'en fous de mal dire son prénom, ok? Il transforme cette pauvre enfant en chienne. Le chiot qui est face à Catherine, il le fait payer à Isabelle. Et ça, c'est romantique. Et là on apprend que le gars ne sait pas écrire et je suis sûre qu'il ne sait pas non plus lire. Donc tous les grands habits de la gloire sur le corps, mais rien dans la tête. Comment est-il devenu riche? Vous savez quoi? Je crois qu'il ment sur ça. Il est devenu riche sans savoir lire ni écrire. Est-ce qu'il sait même compter? Oh my god! Sait-il au moins compter? En fait, il n'y a pas
pas vraiment de personnages que je déteste. Je leur trouve toujours un peu d'humanité, des qualités quoi. Comme je le ferai avec des personnages de Desperate Housewives. Des vidéos sur cette série conservatrice arrivent bientôt, donc abonnez-vous. Surtout ceux qui disent que cette série a bien vieilli. Mais là, c'est trop. Même Byron de The Beauty est mieux que Hit Shit. Lui, au moins, il a construit avec tout son argent. Et sa femme porte des vêtements qui ont l'air de coûter une blinde. Teresa Chavez, de la série Teresa, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, est une jeune femme issue d'un milieu pauvre qui veut s'élever dans la société. En devenant une avocate de renom, elle se bat pour étudier dans les meilleures écoles, elle fait des choix égoïstes, vole, triche dans le but de s'en sortir, de survivre. Car pour des gens comme elle, même en étant les plus compétents, n'ont pas les mêmes chances de réussite que des gens riches comme Aida qui, malgré sa médiocrité, a une place assurée dans l'étude notariale de son père. Mais comme la série veut qu'à la fin de la journée, Teresa, avec toutes ses raisons de se battre, soit vue comme la méchante ultime. Elle devient donc une parodie d'elle-même. Elle trahit sans raison, ment sans raison. Même ses bullies passent pour des saints face à sa cruauté. Non hurlevent, Nelly représente très bien ce syndrome. Le syndrome Teresa. Elle est présentée comme celle qui tire les ficelles, mais regardons les faits. Au début, Nelly fait des choix pour sa propre survie. Ce n'est pas moi qui vais le lui reprocher Elle cherche la paix, mais surtout le confort. Si elle encourage Catherine à aller vers Edgar, c'est parce que c'est la seule option raisonnable. Ce n'est pas Nelly qui a forcé Catherine à épouser Edgar. C'est Catherine qui a choisi l'opulence et les beautiful gowns. Ce n'est pas Nelly qui a fait fuir Heathcliff comme un lâche au lieu de rester et prouver sa valeur. Je veux dire, la femme que tu dis aimer prétend que tu n'es pas assez bien pour elle et au lieu de trouver un meilleur travail pour lui montrer qu'elle se trompe sur toi, tu fuis. Nelly n'a fait que constater le désastre. Mais au fil du temps, on voit une Nelly devenir plus dure, voire cruelle. Et c'est là que le syndrome Teresa prend tout son sens chez Nelly. Elle cache les lettres, elle garde des secrets, elle ne transmet pas les messages de chantage affectif de Heathcliff à Catherine. Pourquoi le fait-elle? On peut y voir une volonté de protéger le foyer des Linton, ou simplement, elle veut mener sa belle petite vie au calme sans se demander ce qu'elle va manger demain. Et surtout, elle en a peut-être assez d'être la messagère de leur toxicité. Mais malheureusement, en ne transmettant pas ces lettres, elle laisse Catherine s'enfoncer dans son délire. Mais est-ce vraiment de la méchanceté pure ou une tentative désespérée de couper le contact avec un poison? Heathcliff est chez lui. Le film semble vouloir pointer Nelly du doigt comme la grande méchante responsable de la mort de Catherine. Mais c'est un raccourci trop facile. Ce n'est pas Nelly qui a forcé Catherine à tromper son mari alors qu'elle portait littéralement leur enfant. Ce n'est pas Nelly qui a décidé que Catherine devait arrêter de manger et de se laisser mourir par pur caprice dramatique. En faisant de Nelly la méchante, le film dédouane Catherine de ses propres choix catastrophiques. Catherine est une femme adulte et je crois qu'elles ont le même âge. Catherine n'est pas une victime passive. Si elle meurt, c'est le résultat de ses propres contradictions et de son incapacité à assumer qu'elle veut mener la belle vie avec Edgar tout en continuant à Doro avec Heathcliff. À un moment, Nelly parle à Edgar comme son subalterne. Genre, fais ceci, fais cela. Mais à la fin de la journée, ce n'est que la servante. Ils prennent leurs propres décisions. Le film veut nous faire croire que Nelly est le monstre qui a tué l'amour. Mais la vérité est plus simple. Nelly est juste la seule personne qui a arrêté de porter l'eau pour les incendiaires. Accuser la servante, c'est oublier que les maîtres ont eux-mêmes mis le feu à leur propre maison. Et vous savez quoi? Je n'ai pas encore fini avec le cas de Nelly. Le film met en avant le glamour propre de Cathy et le sapil sauvage de Heathcliff. À côté d'eux, Nelly est volontairement montrée comme incapable, non désirable. Elle est austère, toujours dans l'ombre, habillée de façon rigide. On lui refuse la sensualité ou la vie émotionnelle que les autres personnages s'autorisent à l'excès. Regardez seulement ses cols, on dirait qu'elle étouffe. Ma belle, laisse respirer les boobies, my God! En parlant de boobies, comment ça se fait que Heathcliff, qui la connaît depuis l'enfance, ne pense pas une seule seconde à elle dans son plan ridicule de revanche? Personne ne la regarde avec des yeux hotty. C'est vraiment le vent. Et même le vent peut te donner des frissons. Elle n'est même plus Evian à ce stade. C'est de l'eau du robinet, de l'eau tiède. C'est vraiment la mougoute de tout le monde. Même une de leurs domestiques a une affaire avec Joseph. On la voit être désirée. Mais Nelly, c'est le meuble sur le banc. Bref, Nelly est ce qu'on appelle la POC. Person of Color, la personne de couleur de service. En faisant de Nelly une femme de couleur, le film semble vouloir être inclusif. Mais le problème, c'est que cette inclusion sert uniquement à en faire la coupable. On lui donne le rôle de la servante qui doit tout gérer, supporter les caprices de tout le monde et quand elle finit par craquer ou faire des choix égoïstes, le film la pointe du doigt comme la grande méchante. Ce n'est pas Nelly qui trompe son mari, ce n'est pas elle qui est violente, mais c'est elle qu'on finit par détester parce qu'elle n'a pas été assez dévouée pour sauver Catherine. Jusqu'à
Edgar lui crie dessus, hein. Toi là, ta femme Doro avec un homme devant toi, dans ta maison, tu n'as jamais levé la voix sur lui, mais c'est la pauvre Nelly qui est ta mougoute en fait. Le film utilise Nelly comme un quota de diversité, mais il lui refuse toute humanité ou désir. Elle est là pour servir, subir et à la fin porter le blâme de la mort de Catherine. C'est facile de faire de la servante racisée la méchante de l'histoire pour éviter de regarder en face la toxicité de ce couple star. Pour celle-là, je veux que vous preniez mes mains et que vous fermiez les yeux. Maintenant, inspirez, expirez, inspirez, expirez et répondez-moi honnêtement. Pourquoi Catherine et Heathcliff s'aiment? S'aiment-ils vraiment? Enlevez le physique, nommez-moi 5 chansons de billard. Nommez-moi 5 choses qui les relient et justifient leur amour. Ils ne partagent aucun idéal, aucune discussion profonde quand ils sont dans leur version adulte. Pour Heathcliff, Catherine est une icône, un but visuel. Il la trouve belle quoi. Il aime l'idée d'elle, pas sa personne. La connaît-il vraiment? Il me rappelle Dan et son faux amour pour Serena dans Gossip Girl. Allez regarder cette vidéo. Du côté de Catherine, c'est pas mieux. Pour elle, Heathcliff est un projet. Elle l'a littéralement renommé comme son frère destiné. Comme on donnerait le nom d'un ancien chien à un nouveau chiot. Ah, ça tombe bien, chiot, c'est du fétichisme pur, de l'amour. Elle l'utilise pour se sentir sauvage, authentique. En fait, Catherine est ce qu'on appelle une bonne cité, mais ne veut pas renoncer à ses privilèges. À aucun moment, je dis bien aucun moment, elle n'envisage de quitter Edgar. Le film crée un décalage perturbant. Je suis désolée, mais ils ont l'air d'avoir minimum 28 ans chacun. Et avant le mariage de Catherine, ils ont l'air d'être des adultes confirmés. S'ils sont censés être des adolescents, c'est malsain. S'ils sont censés être des adultes, ils sont juste immatures. Il n'y a pas un monde où une meuf de cet âge ne soit pas déjà mariée. Et quand elle fait des trucs d'ado, ça m'énerve seulement. Il y a une scène qui n'a aucun sens, peu importe l'âge des deux ici. Le film nous montre Heathcliff fermant les yeux de Catherine pour qu'elle ne voit pas Joseph et sa go Doro dans la grange. Pour montrer cette pudeur de façade. Tout ça pourquoi? Pour que le lendemain, il lui mette les doigts dans la bouche de manière hyper sensuelle. Ce mec a dit hier soir à son ami que c'est trop dégoûtant, trop adulte pour une femme de 28 ans prude comme elle de voir le Doro, et le lendemain, alors qu'elle se découvre seule, il se dit tant qu'à faire, mieux que ce soit lui. Ce passage d'une fausse innocence à une sexualité crue montre que leur relation n'a aucune logique émotionnelle. C'est juste de la provocation visuelle, genre il y a Margot Robbie et Jacob Elordi qui se bécotent lol. Parce qu'il écoutait quelque chose qui ne lui plaît pas, le gars fouille pendant 7 ans. 7 ans! Purée, imagine vous êtes marié, tu oses être en désaccord avec lui, ma belle. Faut vite chercher un garde de secours. Et même quand Heathcliff revient, il ne se comporte pas en homme qui veut construire. Il ne propose pas le mariage, il ne propose pas une vie, il ne propose rien. Il se contente de la traîner dans des coins délabrés pour faire l'amour ou plutôt consommer une revanche, oui. Quand Catherine, à cause de ses propres contradictions, on atteint le sommet du narcissisme. Catherine est morte parce que tu n'as pas eu les balls de joindre l'acte à la parole face à un vrai homme, un homme capable. Je parle bien sûr de Edgar. Tu mets 50 ans à arriver à son chevet. Je veux dire, Catherine a fait ce même chemin à pied et elle est arrivée le jour même, alors que Clarisse, lui à cheval, met 4 ans pour arriver. J'exagère évidemment. Et quand après qu'un médecin soit passé à administrer des traitements à Catherine, il arrive alors qu'elle est déjà morte. Girls et fellas, là j'ai voulu rentrer dans l'écran et smack that shit. Donc imaginez la scène, tu es un homme marié, tu arrives chez une femme mariée destinée. Il y a son mari qui vient de perdre sa femme et son enfant à naître. Cet homme s'est fait traiter comme de la merde jusqu'au bout de ce film. Oh my god. Heathcliff rentre dans la maison qu'il a été incapable de construire. On lui donne ce magnifique plan comme s'il avait plus mal, comme si sa douleur à lui était plus forte que celle de son mari. Le syndrome du personnage principal à son paroxysme. Il ne se gêne pas, hein, il ne se gêne pas, non. C'est son mari, c'est Edgar qui vient, je le rappelle, de perdre sa femme. Une femme avec qui il a passé 7 ans de sa vie, qui dit à Heathcliff, tu ne dois pas avoir ça. Genre, c'est trop dur pour lui, l'audace de ça, et vouloir en faire un truc romantique alors qu'on ne voit rien. Heathcliff. Combien de fois t'ai-je appelé? Tago et toi n'êtes pas les amoureux torturés que vous pensez être. La vie ne vous a pas séparés. Vous l'avez fait. Et de toute façon, je suis sûre à 89% que s'ils se mettaient ensemble, ils n'auraient pas fait long feu. En fait, ils sont deux narcissiques qui confondent l'obsession avec l'amour. Heathcliff ne pleure pas la perte d'une femme, il pleure la perte de son miroir. Il n'hésite pas à piétiner le d'un enfant et la dignité d'un mari pour s'assurer qu'il reste le personnage principal de la tragédie.
Oh my God. Je n'ai pas encore lu le livre d'Emily Brontë, mais si le film est comme ça pour moi, qui ne connais pas l'histoire de base, je n'imagine pas ceux qui ont lu le bouquin, comment ils doivent se sentir. Franchement, j'espère que c'est mieux et que vous allez bien. Venez là, je vous fais un gros câlin. Vous le méritez, les gars. Vous le méritez. En 2026, on nous a vendu Hurlevent comme le sommet du romantisme sombre. Mais c'est surtout l'histoire d'un lâche et d'une égoïste qui détruisent tout sur leur passage. Tout ça parce qu'ils sont trop fiers pour admettre qu'ils n'ont absolument rien à se dire. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, likez la vidéo, abonnez-vous, prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous procurer Marquette, lien en description. Et quant à moi, votre go, la trop cœur, je vous dis bye girls, bye fellas. Hurlevent! Oh, God.